Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. À la demande générale, une vidéo nutrition et ostéoporose. Première recommandation française, ça date du 6 juillet 2023. Je remercie la personne qui m'en a parlé, parce que j'étais pas au courant. Donc, j'ai lu en diagonale, on va voir ça en détail. Alors d'abord, l'ostéoporose c'est quoi? Non, je vais pas faire un rappel sur l'ostéoporose. Allez voir si le docteur Avicenne a fait une vidéo où il explique ce que c'est. Donc, aujourd'hui, conseil nutrition d'après le Vidal. Attention, hein, c'est du sérieux. Vidal, c'est le gros bouquin rouge avec les médicaments. Donc, est-ce que le Vidal va donner des bons conseils pour qu'on fasse moins d'ostéoporose et qu'on prenne moins de médicaments? J'espère qu'ils vont être vraiment sérieux. Alors, nutrition et ostéoporose. Alors, le problème de ça, les conseils vont arriver, mais il faut d'abord que je dise un truc super important. Le problème, c'est que j'imagine que les recommandations ont été faites pas seulement par des nutritionnistes, mais plutôt par des rhumatologues. Et il faut le dire, un défaut qui peut exister chez certains médecins spécialistes d'une partie du corps, le risque c'est qu'ils risquent d'ignorer les conséquences de leurs conseils sur la prise en charge globale du patient et de son mode de vie et de ce qui est faisable en vrai au quotidien ou pas. Donc c'est un risque. Étant donné que je suis médecin généraliste et que j'ai travaillé j'ai eu un cabinet de nutrition et j'ai fait pas mal de gériatrie. Gériatrie, donc, c'est soigner des personnes âgées hospitalisées pour des trucs. Il y a le risque, dans ces recommandations sur l'ostéoporose, il y a un risque que ça ignore les conséquences de leurs conseils sur tout le reste de la santé. Oui, je vous dis, je l'ai lu en diagonale. L'été dernier. Là, on est le 19 décembre. Alors, c'est parti. 2 à 3 produits laitiers par jour et des apports protéiques suffisants. Là, on est d'accord, c'est bien, ça commence bien. Mais comme je vous ai déjà dit, je sais pas, je l'ai peut-être pas assez répété sur ma chaîne, malheureusement, en nutrition, les gens qui écrivent, ils se contredisent parfois ils se contredisent eux-mêmes dans le même article. Donc là, ils disent 2 à 3 produits laitiers par jour, on verra s'ils vont vraiment confirmer ça. Apport protéique suffisant, avec ce qu'il y a à l'écran, on verra s'ils vont pas se contredire. Résumé, le régime méditerranéen. Non! Ah, ça commence mal. Alors, allez lire ma thèse, qui est en accès libre sur Internet. Donc dedans, j'ai expliqué que le régime méditerranéen, donc c'est page 26, le régime méditerranéen a été créé suite à une étude scientifique biaisée et nulle. Le biologiste américain, en fait, il a fait l'étude des 7 pays, il a appelé ça comme ça. Il avait l'accès à des données de plein d'autres pays. Mais lui, il a choisi uniquement les 7 pays qu'il a rangés. À la fin, j'ai écrit « L'Allemagne et la France avaient un taux de mortalité cardiovasculaire bas, tout en faisant partie des plus grands consommateurs de graisses saturées. » Donc c'est déjà mal parti, en fait. Le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, il te dit pas quoi manger le matin, quoi manger le midi. Ils vont te faire une liste à la Prévert. Ouais, l'autre jour, j'ai relu un poème de Prévert qu'on avait appris à l'école primaire.
Donc la liste, et ils vont avec des petits interdits quand même. Non, ah non, il n'y aura pas d'interdit. Ils vont dire attention. Ils vont dire attention et avec modération, hein. Mais il faut pas interdire, hein. Bon, je commence le texte ou pas? Donc le régime méditerranéen, des protéines de haute qualité. Oui. Et voilà, encore une erreur. Ils sont tombés dans le truc du nombre de grammes de protéines par kilo de poids corporel et par jour. Et si on en mange plus, qu'est-ce qu'on risque? Bah rien, je l'avais écrit dans ma thèse. Par contre, si on n'en mange pas assez, là, ça risque d'être grave, en fait. Encore ce vieux... Alors pourquoi faut pas parler en grammes par kilo de poids corporel et par jour? Bah parce que t'en sais rien. T'en sais rien si la personne a plus de besoin de protéines. Imaginons, imaginons mamie avec son ostéoporose ou son risque d'ostéoporose. Imagine, elle tombe malade, elle fait une infection, elle perd du poids. Est-ce que c'est le moment de réduire les protéines? Non. Imagine mamie, elle a perdu son mari. Son mari a décédé. Et c'est le seul homme qu'elle a connu de toute sa vie. Elle lui manque terriblement. Et elle déprime, elle se demande pourquoi manger, pour qui manger. Du coup, elle mange moins de ce qui est nourrissant, et elle perd du poids. Est-ce que c'est le moment de lui dire: ah, vous avez perdu du poids? Bon, bah, réduisez votre nombre de grammes de protéines par jour. Bah non, c'est surtout pas le moment de la carencer, ou de risquer de la carencer. Ensuite, l'article dit du calcium. 2-3 produits laitiers par jour sont recommandés. 2 ou 3, mais c'est vachement différent. Enfin bref, ils vont peut-être détailler après. 2 ou 3, et pourquoi pas 4? Ensuite, les régimes occidentaux déséquilibrés. Bah déjà c'est mal parti, régime méditerranéen, occidentaux. Est-ce que les méditerranéens, est-ce que ça fait partie de l'Occident? Régimes occidentaux déséquilibrés. Bon bah ils sont jamais allés au bled, hein. Parce que niveau régime déséquilibré, si on descend en dessous de la Méditerranée, je pense que ça n'a rien à envier aux régimes occidentaux. Régime végétalien, vegan et hypocalorique chez des personnes non obèses sont déconseillés. Voilà. Là, je suis d'accord. Hypocalorique, je suis d'accord. Ah, hypocalorique chez des personnes non obèses. Donc, les obèses, hein, euh, les obèses à risque d'ostéoporose, faites bien votre régime hypocalorique. Comme ça, vous serez à la fois en surpoids et dénutri en même temps. Et donc plus à risque d'ostéoporose. Il nécessite le cas échéant le calcul des apports calciques quotidiens et une supplémentation si besoin. Ok, je suis d'accord. Le café, 3 tasses par jour, et le thé ne semble pas délétère. Possible effet bénéfique osseux du thé. Ok. Alors, café, attention au risque d'hypertension. Donc mes patients de nutrition, je leur disais maximum 3 tasses par jour. Ensuite, une consommation quotidienne de soda ou d'alcool en grande quantité est néfaste pour la santé osseuse. Ok. Le soja, phytoœstrogène et les pré-probiotiques sont intéressants, mais les études manquent. Bah, elles risquent de manquer encore longtemps, hein. Qui va financer ça? Ensuite, la nutrition joue un rôle important dans la prévention et le traitement de l'ostéoporose. Bah, c'est pour ça qu'on a autant de cours de nutrition en fac de médecine, hein. Et les rhumatologues, ouais, ils nous parlaient de nutrition très souvent. Non, je déconne, évidemment que je déconne. Le groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses, GRIO, et la santé et la Société française de rhumatologie SFR viennent d'élaborer les premières recommandations nutritionnelles françaises concernant l'ostéoporose. Donc là, je veux du haut niveau, parce qu'ils ont largement eu le temps de s'en occuper. En nutrition, j'en ai marre des gens comme le docteur Paco Magino et son site VGClick
qui font des mises à jour tout le temps. J'en ai marre. Quand vous faites des trucs quand vous publiez des trucs en nutrition, soyez sûr de ce que vous dites et arrêtez de corriger tout le temps. Avec, exemple, 5 fruits et légumes par jour. Alors au début, je me rappelle la toute première campagne, c'était pas 5 fruits et légumes par jour, c'était 10. Et je me rappelle, il y avait un gamin dans la campagne de pub, il avait le maillot de foot numéro 10, parce que Zidane avait fait gagner la Coupe la Coupe de France. Oui, c'est la Coupe de France, elle est à nous. Non, bon, elle est plus à nous, à cause de vous savez qui. Mais voilà, on en a eu 2. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc ouais, la première campagne, c'était 10. Après, ils ont réduit à 5 parce qu'ils ont vu que c'était pas faisable. Ouais, c'était la raison que j'avais entendue. Ils avaient dit, pour la majorité des gens, ce sera pas faisable, on va réduire à 5. Et là, ils ont encore changé. Ils ont dit, bon, en fait, c'est 2 fruits et 3 légumes. Ou alors 1 fruit et 3 légumes. Donc j'espère qu'on n'aura pas droit à ça aussi longtemps que je serai capable de lire. Attention, j'espère qu'on va pas tout le temps changer les recommandations en fait. Sinon vous m'appelez et je vous fais des recommandations qui seront encore valables dans X années. Alors, donc, un groupe d'experts, 10 rhumatologues, 2 nutritionnistes, un gériatre, un patient partenaire. Purée. C'est ça votre groupe d'experts. Un seul gériatre. Et seulement 2 nutritionnistes. Ah purée. Quand vous voulez que j'évite de rigoler en voyant ça. Alors. Bon, après, il parle de la méthode scientifique. Alors, alimentation et nutriments à recommander. Régime méditerranéen. Bon, bah ça, c'est carton rouge, messieurs, dames, en fait. Pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Alors, bah voilà, première contradiction, regardez. Le régime méditerranéen consiste en un apport en fruits et légumes, légumineuses, céréales, huile d'olive, produits laitiers 1 ou 2 par jour. Poisson, viande de façon occasionnelle. Et bah donc ça contredit déjà ce qui est marqué là. Produits laitiers 1 ou 2 par jour, alors qu'au début il disait 2 ou 3 produits laitiers par jour. Ça se contredit déjà, les gars. Oh! Vous avez pas honte? Vous avez pas honte d'écrire ça et de publier? Et les protéines? Elles sont où les protéines? Est-ce qu'il y en a dans les fruits et légumes? Il n'y en a quasiment pas. Légumineuses, 100 grammes de lentilles cuites, il y a 3 fois moins de protéines que dans 100 grammes de viande cuite. Céréales, donc céréales niveau protéines, c'est encore pire. Huile d'olive, il n'y a ni protéines, ni calcium. Vous avez pas honte? Poisson, mais il faudra en manger combien du poisson pour atteindre ne serait-ce que la quantité de protéines qu'ils ont citée là? La vache! Vraiment, ils ont pas honte? Suite, ce régime varié et équilibré est bon pour la santé. Aucune preuve scientifique, car il est notamment riche en antioxydants. En fibres, en oméga 3, essentiels au bon fonctionnement cardiovasculaire et mental. Désolé, mais sur le plan mental, fallait appeler un psychiatre pour lui dire « Bonjour, monsieur le psychiatre !» Ah oui, il y a un neurologue aussi. Et le gériatre, là. Hein? Il a soigné combien de problèmes mentaux
en disant aux gens, bon bah mangez plus d'antioxydants et de fibres et d'oméga 3, hein, les gars. Cardiovasculaire, ça je l'ai détaillé dans ma thèse. Ah oui, je renifle là vraiment. Là j'ai plus aucun respect pour ceux qui ont publié ça là. Nul, nul, nul. Une méta-analyse a confirmé les bénéfices osseux du régime méditerranéen. Augmentation de la DMO au rachis lombaire, au col fémoral, à la hanche totale, et baisse du risque de fracture de hanche si l'adhésion à ce régime est élevée. Alors, soyez pas impressionnés par le moins 21%, en fait. Parce que les gens qui connaissent pas les études scientifiques, ils vont dire « Ouah, moins 21%, c'est énorme ». Non. Non, c'est la baisse du risque. C'est-à-dire que si tu as 0,1% de risque de faire une fracture liée à l'ostéoporose, bah, la baisse de 21%, elle veut dire que ton risque va baisser à 0,08%. Bah moi j'ai un gros doute, j'ai un gros doute sur l'adhésion à ce régime par les 350 000 personnes. Alors l'autre problème, non je l'ai déjà dit, je ne vais pas répéter. Ensuite, 2 à 3 produits laitiers par jour. Ensuite, ça cite le PNNS. PNNS numéro 4. Donc le PNNS, ça date, le premier datait de 2001. Bah, en comparaison, le docteur Alain Delabo, qui m'a enseigné la nutrition entre 2013 et 2015, en comparaison, bah, il a publié son premier livre en 1999. Et quand il me l'a enseigné, il m'a appris à faire un programme alimentaire très 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 précis. C'était à 5 grammes près des fois, chez certains patients. Bah, le PNNS, eux, ils en sont encore à dire 2 produits laitiers par jour, lait ou yaourt ou fromage blanc. Parce que le fromage, bah, y a les graisses saturées, hein, c'est pas bien. Donc comment vous voulez arriver au nombre de grammes de protéines avec du lait, du yaourt, du fromage blanc? C'est pas possible. Ou alors il faudra compter sur la chance. Voilà. Voilà, on en est encore là. On en est encore là à faire de l'à peu près. Bon, bah si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas nous. Hein. Les apports calciques préconisés en 2021 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, enfin par l'ANSES, sont de 950 mg par jour. Apport nutritionnel conseillé chez l'adulte de 25 à 65 ans. Donc pareil, t'en sais rien de combien il en a besoin. Et je me permets d'avoir un doute sur les compétences de l'ANSES en ce qui concerne la nutrition, puisque ils avaient fait un rapport que j'ai cité dans ma thèse, et ils ont classé la chrononutrition. Donc c'est un rapport qui datait de 2010. Ils l'ont classé parmi les régimes amaigrissants. Alors que dans tout le texte, ils avaient rien. Ah oui, ils l'ont classé en hyperlipidique. C'est pas hyperprotéiné, ils l'ont classé en hyperlipidique, non hypocalorique. Sauf que dans tout le rapport, ils n'ont rien dit de mal sur les régimes hyperlipidiques. Ils ont même cité une étude qui disait qu'au niveau cardiovasculaire, un régime hyperlipidique, c'est mieux qu'autre chose. Je ne sais plus contre quoi ils avaient testé ça, vous irez voir la thèse. Donc je me permets de douter de leurs calculs. 950 mg, qu'est-ce qu'on risque? Si on a plus, si on a moins. Peut-être qu'ils le diront après. Le groupe de travail recommande 2 à 3 produits laitiers journaliers, ce qui permet un apport en calcium d'environ 1 gramme par jour.
mais aussi un apport en protéines et en nutriments, phosphore, vitamines, probiotiques, lipides. Point de suspension, j'adore les points de suspension dans un truc scientifique, ça fait vachement sérieux. Par ailleurs, le lactosérum, petit lait, est riche en leucine. Ils expliquent pas. Ensuite, les principales sources alimentaires de calcium sont les produits laitiers, fromage à pâte pressée cuite, lait, yaourt, fromage blanc. Mais ils auraient pu dire que qu'il y en a peut-être un meilleur que les autres. Et ça, je l'ai expliqué où? Je l'ai expliqué dans ma thèse. Encore. 2015. J'avais cité une étude de 2010. Donc c'est dans la partie... donc c'est toujours chapitre 4. Petit 6, ou grand 6. Petit 6. Le cas du lactose. Une étude a montré, une étude suédoise... Ah, c'était 2014, pardon. Je crois que j'ai dit 2010. Et j'ai pas envie de faire le montage là, vraiment. Vraiment, ça fait pas envie. Je suis désolé pour les gens concernés, de près ou de loin, par ce problème. Mais vraiment, j'ai pas envie de faire le montage. Alors, une étude suédoise a montré que les femmes, que les femmes étudiées ont fait moins de fractures liées à l'ostéoporose quand elles mangeaient des produits laitiers fermentés, dont le fromage. C'était celles qui avaient les meilleurs résultats. Et celles qui avaient le pire résultat, c'était les buveuses de lait. Par contre, celles qui prenaient aucun produit laitier, elles étaient au milieu. Donc le professeur Michelson, il a fait un vrai travail de chercheur. Il s'est demandé c'était quoi la différence entre boire du lait et manger des produits laitiers fermentés. Eh bien, c'est le galactose. C'est ça la différence. Ce galactose qui est suspecté d'être à l'origine d'inflammations chroniques et de stress oxydatif. Alors les gars, les 10 rhumatologues et les 2 nutritionnistes et les gériatres, faut se mettre à jour un peu là les gars. Wow. Donc mettre dans le même sac, donc ça c'est un truc que les véganes utilisent contre les mangeurs de produits laitiers. Ils disent regardez, il y a une étude qui a dit que les produits laitiers c'est mauvais. Regardez, dans les pays asiatiques, ils mangent très peu de produits laitiers, pourtant ils ont peu d'ostéoporose. Parce que dans la plupart des études, ils mettent dans le même sac les mangeurs de fromage et les buveuses de lait. En fait. Donc ça fausse les résultats. Les gars, là, oh! L'étude, elle date de 2010. On est en 2023, vous publiez ça en 2023. Mettez-vous à jour. Donc, principale source de calcium au niveau alimentaire, les légumineuses, bon, s'ils veulent, fruits à coque, s'ils veulent, amandes, c'est là qu'il fallait mettre les points de suspension. Là, j'aurais accepté. Les fruits de mer, les produits céréaliers et certains légumes, choux, blettes, épinards, point de suspension. Non, là j'attendais la liste. Le calcium des produits laitiers est inclus dans une matrice nutritionnelle. Entre guillemets, effet matrice. Là, c'est effet matriste. Je suis attristé de voir ça. Effet matrice favorisant son absorption et qui a ses propres effets bénéfiques sur l'os. Protéines, vitamine D, vitamine K, encore ces points de suspension. Les gars, vous étiez 13. Une méta-analyse récente a montré l'effet bénéfique de la consommation de produits laitiers sur la DMO, rachis scolfémoral hanche totale. De plus, une étude interventionnelle randomisée prospective en maison de retraite a montré une baisse de l'incidence des fractures de 0,33%. Alors attention, c'est l'incidence. Donc là aussi, c'est un truc de statisticien. C'est une question de pourcentage. Ça ne veut pas dire qu'il y avait 33% de fractures en moins. Baisse des chutes. Dans le groupe de résidents ayant augmenté leurs apports calciques. Voilà, vous voyez le lapsus. J'allais dire lipidique. Dans le groupe de résidents ayant augmenté leurs apports calciques en consommant
en moyenne 3,5 produits laitiers par jour au lieu de 2, comparativement aux résidents n'ayant pas modifié leur alimentation. Les résultats semblent plus marqués avec les produits fermentés, yaourt, fromage. Voilà! Fallait commencer par ça, les gars! Wow! Fallait attendre tout ça? Hein? Régime crétois. Fallait commencer par ça. Qu'est-ce que vous attendez? Mais qui va lire jusque-là, en fait? On sera combien de pourcents? Voilà, les gars, faites une étude scientifique sur le pourcentage de médecins qui liront jusqu'au bout, en fait. Qui liront même jusque-là. Il n'y a pas de publication ayant évalué les laits de brebis ou de chèvre, ok, avec un apport de 1 g de calcium par jour. Le profil lipidique. Ah oui, donc pourquoi je réagis comme ça? Eh bien, parce que le produit laitier fermenté, il va aussi apporter plus de protéines. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est uniquement, voilà, si c'était uniquement une question de calcium, à ce moment-là, il fallait juste donner des comprimés. Ou de l'eau riche en calcium. Là, tu peux dire, oui, c'est grâce au calcium. Mais non, là, c'est des produits laitiers fermentés, donc plus riches en protéines. Mais je maintiens ce que j'ai dit, hein. Attention, c'est des statistiques, c'est... Voilà, il faut connaître les statistiques avant de dire si c'est extraordinaire ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des médicaments qui sont commercialisés pour moins que ça. Alors... Avec un apport de 1 g de calcium par jour, le profil lipidique est favorable. Il n'y a pas d'effet délétère cardiovasculaire, voire un effet bénéfique. En particulier avec les produits laitiers fermentés. Voilà, et ça, j'avais expliqué. Et ça, je l'avais déjà expliqué dans ma thèse aussi. Les gars, 2023, vous en êtes encore là. Donc imaginez le temps entre cette première publication de 2023 et le temps avant que ce soit appliqué dans les maisons de retraite et les EHPAD et en prévention. Le temps que ça arrive dans les formations en médecine. Imaginez le temps que ça va mettre. Qu'est-ce que vous attendez? Ça va mettre 2 plombes. Ensuite, un apport de 800-1200 mg de calcium par jour n'entraîne pas de surrisque lithiasique. Surrisque lithiasique, donc ça c'est calcul rénal. Donc ça c'est un autre truc dont les gens ont peur quand on leur dit de manger plus de fromage. Enfin, certaines personnes ont peur de faire des calculs rénaux. Alors dans ma pratique de nutrition, alors dans mes consultations et quand j'assistais aux consultations du docteur Alain Delabo, j'ai pas vu de surrisque lithiasique. Par contre, il faut bien s'hydrater. Si tu manges plus de protéines, faut s'hydrater. Parce que ça risque d'augmenter le taux d'acide urique. Donc ça augmente le risque de faire une crise de goutte. Ça aurait été bien de le dire à ce moment-là, en fait. La consommation en fromage doit rester modérée, car les fromages sont caloriques et salés. L'excès de sel favorisant la fuite urinaire calcique. Bah, ça aurait été bien de mettre la quantité de sel recommandée, en fait. C'est là qu'il fallait le mettre. Alors en pratique, dans les programmes de chrononutrition que je donnais, si vous faites le calcul, il n'y aura pas d'excès de sel. Sinon, pour les gens qui ont un problème de santé lié au sel, ou pour les gens qui ont vraiment peur, eh bien prenez des fromages moins salés à ce moment-là. Attention, pas de fromage allégé, dilué dans je sais pas quoi.
Je parle de fromage moins salé, c'est-à-dire pâte molle. Concrètement, plus c'est sec, plus c'est concentré, donc plus c'est salé. L'un des pires étant le parmesan. Fromage bleu aussi, ça risque d'être salé. Ça risque d'être salé pour certaines personnes. La consommation en fromage doit rester modérée car les fromages sont caloriques. Bah, peut-être que dans un pays qui compte 2 millions de gens en dénutrition, bah, c'est peut-être le moment de dire manger du fromage parce que c'est calorique, justement, en fait. Donc le gériatre, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il était où le gériatre quand cette phrase a été écrite? On est dans un pays, ça me rappelle un stage en dermatologie. Il y avait un médecin qui venait du Sénégal et il était effaré de voir des patients en état de dénutrition en France. Et il me dit c'est pas possible. Comment ça se fait qu'un pays comme la France, comment ça se fait qu'il y ait des gens en dénutrition? Donc le gériatre, au boulot le gériatre là. Ensuite, intérêt des eaux minérales riches en calcium. Eau minérale riche en calcium, 250-300 mg de calcium par litre. Offre un apport calcique intéressant. La biodisponibilité du calcium dans les eaux minérales est équivalente à celle du calcium des produits laitiers, en particulier les eaux riches en bicarbonate. Mais attention aux apports sodés, risque d'hypercalciurie. Donc ça, c'est vrai, je suis d'accord. Donc vous voyez que je critique pas tout bêtement. Si un conseil est bien, je le dis aussi. Et contrairement aux produits laitiers, les eaux minérales ne contiennent pas de protéines. Chez les patients atteints d'ostéoporose ou dans le cadre de la prévention de l'ostéoporose, le groupe d'experts recommande les eaux minérales riches en calcium si la consommation quotidienne de produits laitiers n'est pas suffisante pour atteindre des niveaux optimaux d'apport calcique. Bien, voilà un bon paragraphe. Donc vous voyez que je critique pas tout en ricanant bêtement. Quand un paragraphe est bien, je le dis. Et je le laisserai au montage. Comme j'ai dit, je ne vais pas faire de montage. Parce que ça va me prendre trop de temps. Ensuite, des apports protéiques suffisants. Les apports protéiques de l'adulte doivent être suffisants. 0,83 g kg jour. Donc voilà, je vous l'avais dit. Ça se contredit encore. Tout à l'heure, ça disait 1 gramme. Enfin bref, j'en ai marre de remonter. Tout à l'heure, ça disait 1 gramme, 1,2. Maintenant, on passe à 0,83 chez des patients âgés. Mais, sérieusement, le gériatre, il est où, là? Les apports protéiques doivent être suffisants. 0. Ah oui, donc l'apport protéique, il y a des gens qui ont peur que ce soit mauvais pour les reins. Donc ça, je l'ai démonté, je l'ai déconstruit, le mot à la mode. J'ai déconstruit ça dans ma thèse. Pareil, chapitre 4, où j'ai démonté pas mal d'idées fausses. D'idées fausses dites par des gens qui se prétendent scientifiques. C'est-à-dire là, ils n'ont pas dit peut-être, ils n'ont pas dit à peu près. Ça me rappelle. Oui, je balance tout. Ça y est, j'ai décidé, je balance tout. Je balance toutes mes anecdotes. Ouais, j'ai hésité quand même. Mais je vais le faire, allez. Donc ça me rappelle la prof de sciences naturelles au lycée. À un moment, elle nous parlait des cellules dans le sang. Et elle nous montre une formule mathématique pour calculer, je ne sais plus quelle norme. Mais ce qui m'a marqué, c'est son commentaire. Elle a dit que les médecins aiment bien inventer des formules scientifiques pour calculer des normes, parce que ça leur fait penser qu'ils sont vraiment scientifiques. Non, mais vraiment, quand on sort des chiffres comme ça, les scientifiques qui font par exemple, qui font de la physique-chimie, ils se moquent de nous, en fait. J'ai même entendu une anecdote.
d'une étudiante qui a entendu une pédiatre se moquer de nous parce que on calcule pas les on calcule pas les doses de médicaments et les doses de... Non, voilà, l'anecdote c'était la transfusion, la quantité de sang à transfuser, parce qu'on ne faisait pas de calcul comme les pédiatres. Mais vraiment, les gens, les gens qui font des sciences, j'allais dire sciences dures, et vraiment ils se moquent de nous quand ils voient des calculs comme ça en fait. Les seuls qui peuvent gober ça, c'est les coachs sportifs, parce qu'ils ont juste une formation de coach sportif. Donc ça, ils gobent, ils sont contents, hein. Ils sont contents, hein. Ils disent à leurs clients, ah bon, bah, on va calculer ça, hein. Hein, voilà le chiffre par gramme de... Parce que même les pires charlatans, ils se prétendent scientifiques. Même les pires charlatans, ils vont inventer des trucs ésotériques qui ressemblent à du scientifique, en fait. Donc faites pas ça, ne faites plus ça, vraiment. C'est nul. C'est nul pour un sujet, surtout pour un sujet comme l'ostéoporose. Nul, nul, nul. Donc, les apports protéiques de l'adulte doivent être suffisants car ils sont bénéfiques à la santé osseuse et musculaire. Rôle de l'IGF-1, insuline-like gros factor. Gros avec un W. Pour la prévention ou le traitement de l'ostéoporose après la ménopause et chez les personnes âgées, un apport de 1 à 1,2 g par kilo par jour est préconisé en privilégiant les protéines animales de haute qualité, c'est-à-dire riches en leucine, produits laitiers, viande, poisson, œufs, 20 ou 30 g par repas, et le soja. 20 à 30 g par repas. Bah, il y a combien de repas par jour? Ça, faudrait le dire en fait. Parce que le petit-déj servi dans les hôpitaux, c'est biscottes beurrées, confiture, une tasse de lait et une compote. Donc est-ce qu'ils en parlent après du petit-déj? 20 à 30 g par repas. Alors ça, j'ai expliqué, donc ça c'est la toute fin de ma thèse, il y a eu une étude qui a montré que la synthèse musculaire est meilleure quand on répartit une prise de protéines sur l'ensemble de la journée. Donc, mettez-vous à jour, les gars, en fait. N'attendez pas que des scientifiques se disent bon, ah ouais, bah tiens, on va étudier l'impact du petit déjeuner salé sur les fractures d'ostéoporose. Ça arrivera jamais. Ou alors, faudra attendre un autre professeur Michelson. Donc voilà, ça se contredit encore. Tout à l'heure, ça disait régime méditerranéen avec peu de viande. Voilà, viande de façon occasionnelle. Et là, ça dit, allez, poisson et viande, c'est bien. Et les œufs. Arrêtez de vous contredire, en fait, c'est pénible. Et le soja. Alors attention, c'est pas le soja comme ça, hein. C'est le soja sous forme de, j'allais dire, de machins végétaux. Il y a des gens qui appellent ça steak végétaux. C'est plutôt sous cette forme-là, hein. C'est pas en mangeant des graines de soja comme ça. Ensuite, puisqu'il parle de personnes âgées, bah, c'était le moment de parler des compléments alimentaires, en fait. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a des veuves, il y a des gens seuls qui ont plus envie de cuisiner. Du coup, il faut les aider avec des compléments alimentaires qui sont pris en charge par la Sécu. C'était le moment de le dire, en fait. Le gériatre, là. Ensuite, les protéines ont un effet bénéfique. Attendez, je vérifie que ça enregistre. J'ai pas fait tout ça pour rien. 40 minutes. Les protéines ont un effet bénéfique sur l'ADMO rachidienne, avec une baisse du risque fracturaire à la hanche chez les personnes âgées ostéoporotiques. -11 à -16%, si l'apport calorique est adapté,
et le taux de calcium, vitamine D satisfaisant. Alors les gars, tout à l'heure vous disiez de faire attention à pas manger... tout à l'heure vous avez dit la consommation en fromage doit rester modérée car les fromages sont caloriques. Et là vous avez une étude qui dit qu'il faut que l'apport calorique soit adapté dans un pays qui compte 2 millions de gens en dénutrition. Est-ce que c'est le moment de faire peur aux gens avec en disant attention au fromage? Ensuite, une alimentation acidifiante, riche en protéines animales, ne modifie pas le pH systémique, c'est vrai. La production endogène acide n'a pas d'impact osseux, c'est vrai. Un taux élevé en protéines entraîne une hypercalciurie par élévation contre... Blabla. Oui, j'ai dit que je faisais pas de montage. Un taux élevé en protéines entraîne une hypercalciurie par élévation concomitante des apports calciques et de leur absorption intestinale, sans affecter la balance calcique. En l'absence d'insuffisance rénale, de carence vitamino-calcique, il n'y a pas de lien entre acidose et ostéoporose. Alors, insuffisance rénale. Insuffisance rénale, j'ai l'exemple d'une patiente, quand j'avais mon cabinet de nutrition. J'ai pu la suivre pendant 2 ans. Après, j'ai arrêté pour faire autre chose. Bref. Donc, j'ai une patiente qui était en insuffisance rénale sévère. Sa clairance était calculée à 22-24. Elle était suivie à la fois par médecin traitant, cardiologue, diabétologue et néphrologue, plus les ateliers diététiques. La première fois où je l'ai vue, c'est sa fille qui l'avait amenée. Sa fille était une de mes patientes. Donc la première fois où je l'ai vue, sa néphrologue, donc son médecin pour les reins, lui avait déjà fait visiter le centre de dialyse. C'était prévu là pour les semaines qui suivaient. Eh bien, avec mes conseils alimentaires, qu'elle a bien suivis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a passé 2 ans sans dialyse. C'est seulement au bout de 2 ans que la patiente m'a dit que finalement, elle devrait faire des dialyses bientôt. La patiente, c'est sa fille. En même temps, j'ai amélioré son diabète, tout en diminuant ses doses d'insuline, et sans donner d'hypoglycémie. Parce que ça, c'est un truc qu'on peur... c'est un truc dont on peur les... Je parle mal, hein. C'est un truc dont on peur les médecins. Ils ont peur de faire des hypoglycémies chez les personnes âgées. En fait, il suffit de baisser les glucides et de baisser la dose d'insuline en même temps, en fait. Du coup, son diabète s'était tellement amélioré que sa diabétologue lui a dit de ne plus la consulter. Ensuite, le cardiologue lui a dit quoi? Le cardiologue lui a dit que c'est la première fois qu'il n'envisageait pas d'intervenir sur ses artères. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu le mot qui commence par VAC et qui finit par sain, contre l'hépatite B. Avant mes conseils, elle a eu 2 tentatives qui n'ont pas marché. Avec mes conseils, elle a eu une tentative qui a fonctionné. Mais non, attention, hein, attention, c'est juste un exemple. Oh là là, attention, hein, les zététiciens et le conseil de l'ordre des médecins, attention. Je dis bien que c'est un cas unique. Faut surtout pas généraliser. Et faut pas généraliser, hein. Il n'y a pas d'études scientifiques. C'est juste un témoignage d'une patiente que je peux pas vous montrer. Voilà, du coup, le conseil de l'ordre, en même temps, il nous interdit de montrer nos meilleurs patients, parce que les gens risqueraient de généraliser. Mais en même temps, on peut pas parler de nos patients, sauf si on est invité à la télé, en fait. Là, par contre, c'est autorisé. L'émission de France 5 tous les midis, évidemment, ils vont montrer que des super médecins qui ont bien soigné leurs patients. Donc ça, c'est autorisé.
Donc je dois attendre. Je dois attendre dans mon coin que France 5 m'invite et qu'ils invitent ma patiente de 86 ans que j'ai suivie pendant 2 ans. Donc ça, c'est pas juste. C'est pas juste et c'est grave en fait. Et c'est grave, c'est délétère pour les patients. Parce que moi, ce que je le sais déjà. Si je l'applique, tant mieux. Si je l'applique pas, tant pis pour moi. Pareil pour mes proches. Mais il y a des gens qui sont, à l'heure où on parle, ils sont déjà pénalisés en fait. On peut rien faire. On peut rien faire. Je peux pas dire. Ah oui, aussi une fois, j'avais parlé d'un patient sur un groupe Facebook de médecins, et tout de suite on m'a dit Raoult. Wow, attendez, je suis là pour soigner des patients. Si je peux pas dire que j'en soigne, qu'est-ce que je fais? Alors je vais compenser. Voilà, au cas où le conseiller de l'ordre on serait encore là. Je vais compenser en disant que sur les 5 ans où j'ai eu un cabinet de nutrition, il y a peut-être... Bon, je vais être méchant avec moi-même. Je pense qu'il y a maximum 10 patients que j'ai considérés comme des échecs ou des demi-échecs. Voilà, c'est-à-dire que eux, ils sont revenus faire le suivi. Eux, ils disent qu'ils ont bien suivi mes conseils. Eux, ils ont accepté de me revoir quand même et de voir ce que je pouvais améliorer. Et ils sont revenus et ils ont stagné. Voilà, en 5 ans, j'ai arrondi à 10 maximum, au cas où il y aurait une enquête. Donc évidemment, il ne faut pas compter les gens qui sont venus qu'une fois et qui ont fait n'importe quoi. Et qui ne sont pas revenus me voir. Parce que la nutrition sérieuse, en fait, il faut revoir les gens au moins une fois, en fait. Donc voilà, je me suis descendu. Vous êtes conscient. Donc, pourquoi je parlais d'insuffisance rénale? Bah voilà, en fait, les gens, ils ont peur de manger, entre guillemets, trop de protéines. Bah, à l'heure où je vous parle, j'ai vu personne manger trop de protéines. À part les idiots qui font des énormes repas pour se montrer sur Internet. À part les gens qui font du record de manger du hamburger, là, des concours. À part eux, je vois pas qui mange trop de protéines en France. Au XXIe siècle. Ensuite, alimentation et boissons à éviter. Régime occidental déséquilibré. Un régime occidental déséquilibré, Western Diet, est principalement caractérisé par un apport important en boissons gazeuses, sucre, céréales raffinées, viande rouge, produits transformés. Il est carencé en fruits, légumes, poissons et produits laitiers. Ah Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Carencé en poissons et produits laitiers. Voilà. Bah, vous voyez que je peux dire des choses positives. Parce que d'habitude, dans les articles, c'est carencé en fruits, légumes et céréales complètes. D'habitude, c'est ça le trio. Ah, je suis content. Alors, boisson gazeuse. Boisson gazeuse, bah, les jus de fruits. Voilà, s'ils étaient à jour, ils sauraient que les jus de fruits, ça revient au même. Sucre, oui. Céréales raffinées, ok. Viande rouge, apport important. Bah justement, en fait, pourquoi les obèses maigrissent avec des... Pourquoi certains obèses ont maigri avec des régimes hyperprotéinés? Eh ben, ils mangeaient plus de viande rouge que ce qu'ils en mangeaient d'habitude. Produits transformés. Et viande rouge, c'est important aussi pour l'apport en fer. À l'heure où on parle, les statistiques disent que 25% des femmes en âge de procréer ont une carence en fer. Et elles ne le savent pas forcément. 5% d'entre elles
5% du global, hein. 5% des femmes en âge de procréer font une anémie à cause de cette carence en fer. Donc non, le problème, c'est pas la viande rouge en fait. Apport important en viande rouge. Ensuite, une méta-analyse a confirmé que pour ce type de régime, la DMO est plus basse, le risque fracturaire plus élevé chez les hommes, augmentation de 10%, comparativement à un régime méditerranéen. Donc le fameux régime méditerranéen qui n'existe pas a été comparé au soi-disant régime occidental déséquilibré. Ah, c'est bien, c'est de la bonne science ça. Ensuite, régime végétalien, vegan ou végétarien. Ah, le commentaire, le commentaire c'est qu'ils ont dit quoi plus haut? Ils ont dit protéines. Protéines. Donc mettre viande rouge dans la liste, c'est nul. C'est nul et faut croire que les gens... Ah oui, et la viande blanche alors, elle est où? Est-ce que est-ce que c'est un régime carençant en viande blanche? Alors, produits transformés, c'est genre charcuterie, hot dog. Donc attention, charcuterie, c'est plein de sel. Les charcuteries, elles ont été créées à une époque où il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de frigo pour conserver la viande. L'intérêt du sel, c'est que ça faisait sortir, au niveau cellulaire, le sel, ça fait sortir l'eau des cellules. Du coup, ça permet à la viande d'être conservée plus longtemps, parce que les bactéries avaient moins de risques de se développer, en fait, grâce au manque d'eau au niveau cellulaire. Donc, produits transformés, faites gaffe. Faites gaffe. Ouais, je reste flou, voilà, je rentre dans le moule. Je donne pas de quantité. Je dis avec modération. Ensuite, régime végétalien, vegan ou végétarien. Bon, la définition, vous la connaissez. Méta-analyse a confirmé que la DMO est plus basse et risque fracturaire plus élevé chez les végétariens. Augmentation de 25% du risque de fracture de hanche. Et les véganes, augmentation du risque fracturaire de 44%. Alors, fallait peut-être commencer par ça? Mais non, la mode c'est de d'abord dire du mal de la viande rouge, parce qu'une étude a montré une augmentation de 10%. Par contre, le régime vegan, qui augmente de 44%, ah bah non, ça vient après. Hein. Revoyez vos priorités, en fait, quand vous rédigez des recommandations comme ça. Commencez par le plus fréquent, le plus grave. Ensuite, dans cette même étude, la DMO était plus basse chez les végétaliens que chez les végétariens. Donc ça colle, ça colle avec tout ce qu'on avait dit sur les produits laitiers, en particulier les produits laitiers fermentés. Ça concorde, donc ça c'est bien. Du coup, j'attends les rhumatologues. J'attends que les rhumatologues fassent une lettre ouverte contre le végétarisme et le véganisme, en fait. Au lieu de dire du mal de la viande rouge. Donc les 10 rhumatologues et les gériatres, bougez-vous. Bougez-vous. Ouais, j'ai peur. Je cherche mes mots. J'ai peur du Conseil de l'Ordre. Donc les gars, bougez-vous et luttez de toutes vos forces contre cette mode du végétalien et du végétarien. Au lieu de laisser ça à des gens comme moi, en fait. Parce que, contrairement aux rhumatologues, je n'ai pas la légitimité du médecin spécialiste, en fait. Les gens, ils vont regarder mon CV, ils vont voir que j'ai fait médecine générale, et ils vont dire « Ah, c'est qu'un généraliste, hein. C'est qu'un prescripteur de Doliprane et d'arrêt de travail. Hein. Et il soigne que des rhumes. » Donc, les rhumatologues, vraiment, je compte sur vous.
si vous êtes allé au bout de cette vidéo, bah déjà, si vous êtes allé jusqu'ici, bah je vous applaudis parce que vous avez accepté d'entendre un simple médecin généraliste vous, vous dire des trucs sur votre métier. Mais vraiment, je compte sur vous. Je compte sur vous parce que j'aurai jamais votre légitimité, en fait. Et les gériatres, bah, regardez les médias, il y a aucun gériatre connu, en fait. Donc malgré tous mes ricanements, vraiment, je compte sur vous, pour faire bouger les choses. Alors moi, personnellement, égoïstement, je pense pas que j'atteindrai l'âge, vu mes problèmes de santé, je pense pas que j'atteindrai l'âge de faire une fracture liée à l'ostéoporose. Mais je pense aux gens qui vont vivre longtemps, en fait. Parce qu'une fracture du col du fémur, comme l'a dit un de mes profs à la fac, fracture du col du fémur, ouais, j'ai du mal à le dire parce que c'est difficile à dire pour les gens concernés et pour les familles concernées, malheureusement pour elles. Fracture du col du fémur, d'après un des profs à la fac, il a dit que c'était un pied dans la tombe. Un décès dans les 12 mois qui suivent, probablement. Donc si on peut diminuer ce risque-là, juste en laissant manger du fromage, en plus ils aiment ça, et en plus c'est facile à mâcher, parce que les sans-dents, bah faut y penser aussi aux sans-dents. Donc laissez-les manger du fromage. S'ils ont un problème lié au sel, bah dites-leur de prendre des fromages moins salés. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je devrais peut-être faire le montage et couper tout ce qu'il y avait avant. Mais non, c'est comme ça. D'abord, je rigole. Mais en fait, c'est pas méchant, en fait. Quand je rigole, il y a des gens qui croient que je me moque et que je suis méchant. Non, quand je rigole, bah déjà c'est ma façon de réagir. Et ensuite, quand les gens ont l'impression que je moque et que je critique, juste pour critiquer, en fait, non. Moi, je critique des choses qu'on peut améliorer, en fait. Si vous regardez mes 170 vidéos, vous verrez qu'il y a un charlatan dont j'ai jamais parlé, pour deux raisons. Alors avant, j'avais dit que c'était pour pas lui faire de pub, et que s'il tombe dessus, ou si un de ses fans tombe dessus, il va dire « Ah, regardez, encore un médecin qui me critique. » C'est le mot qui commence par con et qui finit par plot. Et c'est Big Pharma, il est financé par l'industrie. Bah, la troisième raison pour laquelle je critique pas certaines personnes, bah, c'est parce que elles ne voudront jamais s'améliorer en fait. Moi, je critique des gens qui peuvent s'améliorer. C'est pour ça que j'ai fait autant de vidéos contre Geekou, contre Geek and Fit, le coach sportif. C'est que j'étais peut-être un peu trop optimiste, mais j'avais un espoir que lui et son public s'améliorent. J'avais cet espoir-là, alors qu'il y a des gens pour qui j'ai zéro espoir. Et c'est pour ça que je cite même pas leur nom. Ensuite, suite de l'article. Dans d'autres travaux, après ajustement des apports calciques, protéiques, seuls les véganes avaient un risque fracturaire augmenté. Après ajustement, c'est grave. Une supplémentation vitamino-calcique permet de limiter ce surrisque. Ça, sur le plan scientifique, c'est gravissime. Donc, docteur Paco Magino, là, hein, il va faire la mise à jour dans combien de temps pour dire attention au risque d'ostéoporose. Alors ensuite, une mesure précise des apports calciques quotidiens. Outil de calcul en ligne, ça c'est bien.
est donc recommandé en cas de régime d'exclusion. Une alimentation quotidienne enrichie en calcium, éventuellement au moyen d'une eau minérale riche en calcium ou une supplémentation médicamenteuse calcique, peuvent être proposées en cas de carence calcique. En fait, vaut mieux peut-être pas attendre une carence. Parce que concrètement, le vegan, il va faire quoi? Déjà, une bonne partie des végans, ils veulent pas consulter leur médecin. Parce que si leur médecin trouve un truc anormal, le médecin va dire que c'est à cause du véganisme. Donc déjà, il faudrait que le vegan aille chez le médecin. Ensuite, il faudrait qu'il fasse une prise de sang avec des dosages qui concernent le calcium. Et ensuite, il faudrait que le taux soit trop bas. C'est trop long, c'est trop risqué. Donc j'aurais dit supplémentation d'emblée en fait. Et à diffuser auprès du docteur Paco Magino du site VGClick. Il a aussi donné un enseignement dans une fac de médecine. donc on attendra la 10 millième mise à jour du site VGClick pour que VGClick propose ça. Schéma, exemple d'apport calcique. Les légumes et les fruits peu riches en calcium, mais indispensables pour les vitamines. Donc ça je l'ai déjà déconstruit, je l'ai déjà débunké. Qu'à part la vitamine C, tout le reste des vitamines, tu les trouves dans les autres aliments. Les minéraux, un fruit par jour, et encore pas tous les jours, c'est suffisant. Une portion de légumes par jour, c'est suffisant. On peut augmenter à 2 ou 3 par jour si la personne est constipée et si ça l'aide. Attention, il y a des gens qui souffrent de constipation quand ils mangent plus de légumes, en fait, plus de végétaux. Ça, c'est le premier truc. Et il y a des gens qui sont constipés quoi qu'ils mangent. Donc minéraux, bof. Les fibres, je viens d'en parler. Et si le but est de réduire un tout petit peu le risque de cancer digestif dans X années, est-ce que ça vaut le coup? Parce que j'en ai vu un paquet des gens qui avaient des problèmes digestifs à cause de trop de végétaux. Du coup, leur gastro-entérologue, c'était coloscopie systématique. Et la coloscopie était normale. Des gens qui ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années, coloscopie. Vu les délais pour avoir une coloscopie, je pense que faudrait peut-être dire aux gens que qu'il y a un risque qu'il y a des risques à manger trop de fibres en fait. Que leur consommation soi-disant régulière, en fait, elle est excessive. Ensuite, calcium et produits laitiers. La consommation quotidienne de produits laitiers en quantité suffisante. Je crois que c'est une affiche à afficher. Ensuite, régime hypocalorique. Un régime hypocalorique chez une personne qui n'est pas en surpoids n'est pas recommandé à cause de la perte osseuse que ce régime peut induire. Quand une restriction calorique est envisagée en cas de surpoids, il est nécessaire de surveiller les apports vitamino-calciques et l'activité physique. Bon. Je pense que j'ai suffisamment commenté avant. Soda, alcool. La consommation quotidienne de soda, 1 à 2 par jour, est néfaste pour la santé osseuse. De même, une consommation importante et quotidienne d'alcool est délétère pour l'os. Elle est associée à une DMO plus basse, un risque fracturaire, un risque de chute plus élevé. Bien. Donc ça aussi, c'est une question de priorité. J'aurais préféré qu'ils mettent ça au début. Enfin, plutôt dans l'article. Ensuite, un impact osseux. Un impact osseux non démontré. Café, thé, pas d'effet délétère, à dose modérée, 3 tasses par jour. Pour le thé, les résultats récents semblent en faveur d'un effet bénéfique. Polyphénol, catéchine, en termes de DMO et réduction du risque fracturaire. Alors attention, j'aurais peut-être dû le dire avant. Quoique non, je crois que je l'ai dit avant. Une étude en nutrition qui cite des molécules. Attention, il faut aller voir l'article d'origine,
pour savoir s'ils ont donné la molécule sous forme de complément alimentaire, sous forme de pilule, sous forme de comprimé, ou d'un truc à boire. Parce que des fois, en fait, ils vont voir une amélioration. C'était l'étude scientifique qui s'appelle Suvimax. C'est une des raisons des campagnes 5 fruits et légumes par jour, cette étude-là. Eh ben, quand tu vas voir l'étude, tu vois qu'en fait, ils ont donné un comprimé avec les molécules en question. Mais leur conclusion, c'était pas de dire les gens prenaient ce comprimé-là, ça va vous aider. Non, non. La conclusion, c'était manger des fruits et des légumes. Donc faites gaffe. Ensuite, phytoœstrogènes, aliments, compléments à base de soja. Le soja, haricots, produits dérivés, yaourt, tofu, jus de soja. Point de suspension, là j'accepte les points de suspension. Et une source majeure d'isoflavone, Favi. Non, parce que isoflav. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Flavie Flamand. L'animatrice. Bref, je vais pas trop digresser. Source majeure d'isoflavone, famille des phytoœstrogènes ou œstrogènes végétaux, comparables à l'œstradiol. Les apports alimentaires en soja semblent avoir un bénéfice osseux chez les femmes asiatiques dans des conditions de consommation habituelles pour cette population. En Occident, les données sont encore insuffisantes et les différences importantes entre les femmes asiatiques et occidentales excluent la possibilité, faudra peut-être reformuler la phrase, excluent la possibilité d'une transposition des effets de l'une à l'autre de ces populations pour proposer une supplémentation. Alimentation à base de soja ou de compléments alimentaires de soja en préventif ou curatif. Alors l'autre différence, c'est que les femmes asiatiques, eh bien, il y a les différences d'aliments qu'on a vus au-dessus. C'est-à-dire qu'elle ne va pas boire du lait de vache tous les jours, elle ne va pas manger des trucs sucrés tous les jours, des boissons sucrées, c'est pas dans leurs habitudes non plus. Enfin, il y a quand même pas mal de biais, hein. Attention. Par ailleurs, l'ANSES a récemment rappelé que l'apport en phytoœstrogènes doit être prudent. Limiter la consommation quotidienne à 1 mg/kg de poids corporel et déconseiller aux femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein. Alors, dans mes souvenirs, la fois où une patiente m'avait demandé, j'avais fait le calcul. Ouais, j'ai vu ce rapport-là. Dans mes souvenirs, j'avais fait le calcul et j'avais conseillé à une patiente végétarienne de se limiter à 2 steaks végétaux par jour, maximum. Et de ne pas prendre de soja à côté. Donc ça, c'était quand j'avais vu le rapport. Donc attention, hein. Attention, hein. En français, il y a une expression qui dit l'homme qui a vu l'ours. Donc eux, ils prétendent avoir lu l'étude. Moi, je prétends l'avoir lu aussi. Mais ça ne vaut pas le fait d'aller voir l'étude directement. Attention. Pré-probiotique. Le rôle du microbiote sur la santé osseuse est probable. La recherche foisonne. Donc j'espère qu'ils n'ont pas mis un truc plus important derrière. La recherche foisonne. Bah oui, faut étudier le caca pour dire aux gens qui mangent mal et pour leur prescrire encore des soins liés à ça. Mais la diversité des pré-probiotiques rend la littérature éparse. Ah, c'est vocabulaire bien fourni. Hein. Aussi fourni que le microbiote. Aussi riche que le microbiote. Les prébiotiques, oligosaccharides, peuvent avoir un effet bénéfique et modeste sur la balance calcique, mais les études sont insuffisantes pour évaluer l'impact osseux. Certains probiotiques pourraient avoir un effet bénéfique sur l'absorption calcique
et diminuer modestement la perte osseuse. Il semble cependant prématuré de les proposer. Bah, j'aurais bien aimé avoir des chiffres, en fait. Modestement. Modestement, c'est combien? Est-ce que tout à l'heure c'était modeste? Pourquoi ils n'ont pas mis modeste pour les études précédentes? Donc, bref. Donc, on ne sait pas. Il semble cependant prématuré de les proposer. Sinon, on risque quoi? Je veux dire, c'est comme une assurance. Bah, tu te fais assurer pour des trucs qui vont peut-être jamais arriver, en fait. Mais au moins, t'as ton assurance. Donc, prématuré. Est-ce qu'il y aura une surveillance? Est-ce que c'est étudié? Bon, mystère. Aliments enrichis en vitamine D. Le recours à une supplémentation médicamenteuse en vitamine D est souvent nécessaire, l'alimentation ne couvrant que 20% des besoins recommandés. La littérature concernant l'impact des aliments enrichis en vitamine D sur l'ADMO et sur les fractures est cependant limitée. Bah, c'est peut-être pour ça que la Sécu a déremboursé le dosage de vitamine D dans le sang pour beaucoup de situations, on va dire, malheureusement. Boisson végétale enrichie. Ah oui, pour la vitamine D, il faut aussi se mettre au soleil, c'est mieux. Pour la durée, de mémoire, ce qui était recommandé, c'était genre en t-shirt 30 minutes au soleil. Mais avec le soleil, il y a le risque de cancer de la peau. Boisson végétale enrichie. La biodisponibilité du calcium issu des sources végétales est moins satisfaisante que celle provenant des produits animaux. Calcium complexé aux acides phytiques ou oxaliques. De plus, les boissons végétales ont une composition nutritionnelle différente de celle du lait. Moins de calcium si le jus n'est pas enrichi, et moins de protéines, excepté le jus de soja. Au total, il n'y a pas d'argument permettant de recommander la consommation de ces boissons pour la santé osseuse. Bien, ça c'est un bon paragraphe. Supplémentation vitaminique autre que la vitamine D. Il n'existe pas de preuves solides. Substitut hyperprotéiné, supplément hypercalorique. Leur utilisation n'est pas recommandée, sauf en cas de dénutrition ou de difficulté d'équilibre nutritionnel. Bah ça fallait le mettre au début en fait. Sauf en cas de dénutrition ou de difficulté d'équilibre nutritionnel. Bah déjà, pour que le médecin dépiste une difficulté d'équilibre nutritionnel, bah déjà, il faudrait que les médecins et les diététiciennes soient mieux formés et qu'ils connaissent tout l'éventail exhaustif des symptômes de déséquilibre nutritionnel, en fait. Et il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur. Une fois, il y a un médecin généraliste. Il y avait une dame qui avait un problème de constipation. Alors évidemment, je lui ai prescrit de quoi la soulager rapidement, mais je lui ai aussi donné toute une liste de conseils alimentaires. Et le médecin qui supervisait mon stage, le médecin généraliste, quand il a vu ma liste de conseils alimentaires, il m'a déconseillé de faire ça. Il m'a dit que c'est trop de conseils d'un coup, trop de changements d'un coup. Malheureusement, il y a encore trop de médecins qui attendent qu'il y ait vraiment un gros problème de nutrition. C'est-à-dire que les critères de nutrition, déjà, ça change tout le temps, ça varie tout le temps. Et ils vont attendre qu'il y ait vraiment une grosse perte de poids, ou que l'IMC, l'indice de masse corporelle, dégringole, ou que le taux d'albumine soit trop bas. Mais en fait, si le taux d'albumine est trop bas, en fait, on arrive après la bataille, en fait. Pendant que l'albumine diminuait, la personne
était déjà fatiguée, la personne était déjà ralentie, la personne était déjà à risque de faire une grosse infection et de mettre plus de temps à s'en remettre. Donc voilà, je vous le dis, en tant que médecin, les 6 premières années de médecine sont communes. On n'est pas assez formé. Voilà, je dis pas assez. Je vais pas dire pas du tout, je vais dire pas assez. On n'est pas assez formé à repérer tous les signes de carence en fait, malheureusement. Et même le médecin vegan, Dr Paco Magino du site VGClick, même lui, il n'a pas cité tout l'éventail des symptômes liés aux carences qu'il peut y avoir, aux carences ou aux excès de glucides. Ensuite, cet article d'actualité rédigé par un auteur scientifique reflète l'état des connaissances sur le sujet traité à la date de sa publication. Bah, désolé, cette phrase n'est pas respectée. L'état des connaissances sur l'ostéoporose est beaucoup plus avancé que ce qui est marqué là. Il ne s'agit pas d'une page encyclopédique, on avait remarqué, régulièrement remise à jour. L'évolution ultérieure des connaissances scientifiques peut le rendre, en tout ou partie, caduque. Voilà. Bien. Ça, c'est de la bonne nutrition. Ils se sont mis à 13. Ils se sont mis à 13 et ils vont dire, ah bah peut-être que ça va évoluer. Alors qu'il y a déjà tout ça comme étude, plus que celle que j'ai citée dans ma thèse. Vraiment les gars, chapeau. Hein. Vraiment. Donc concrètement, ce que je critique, c'est quoi? C'est que concrètement, mamie, elle mange quoi demain en fait? Mamie, elle mange quoi? Et la prévention, c'est à partir de quel âge en fait? Parce qu'ils n'ont pas mis d'âge. Ils n'ont pas mis d'âge, du coup, bah, si ça commence à l'enfance, eh bien, il faudrait aller faire la révolution dans les cantines scolaires. Ah là 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 là. Ils sont conscients. Bon, il y avait quand même des choses intéressantes. Voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes allé au bout de ce calvaire, non, c'est un demi-calvaire. Là, ça va. Il y a quand même des passages importants, mais malheureusement, bah, l'article ne se suffit pas en lui-même, en fait. C'est-à-dire que le médecin qui a pas autant de connaissances en nutrition que celles que j'ai accumulées depuis, j'allais dire depuis l'enfance. Bon, je vais dire 10 ans, voilà. Les gens qui n'ont pas mes compétences et mon passé, avec le cabinet de nutrition que j'ai eu pendant 5 ans, ils lisent ça, bah, ils en font quoi en fait? Concrètement, en pratique? En fait, en nutrition, donc je vais dire la même chose que ce que j'ai dit au chirurgien Primum non nocere, chirurgien ORL, youtubeur, qui a parlé de nutrition, et il a fait 2 vidéos de nutrition sans donner aucun conseil, et il l'a dit clairement, hein. Il a dit qu'il ne donnerait pas de conseils alimentaires parce que ça serait beaucoup trop long. Bah en fait, en nutrition, donc là je m'adresse aux rhumatologues, en fait en nutrition, et aux gériatres, ouais, je m'adresse à eux, en fait en nutrition, d'abord tu donnes un programme alimentaire précis. Ensuite la personne le suit, ensuite la personne est contente, et ensuite elle te demandera des explications. C'est dans ce sens-là que ça va en fait. Malheureusement, en nutrition, eh ben, ils vont dans le sens opposé, en fait. D'abord, ils vont t'expliquer tes trucs, mais ils sont incapables de se décider pour te dire quoi manger demain matin, une collation ou quoi,
le midi, etc., ils te donnent pas de programme précis. Les mêmes médecins qui vont prescrire des médicaments au microgramme près. Par contre, en nutrition, non. Non, non, t'inquiète. Un ou deux fruits par jour, ouais, c'est pareil. T'inquiète. Ouais, bois du lait ou du fromage, hein, c'est pareil. Donc non, moi, je veux le même niveau d'exigence en nutrition que dans les autres domaines de la médecine. Si vous aviez vu tout ce que j'ai vu, toutes les prouesses médicales auxquelles j'ai assisté, comment est-ce qu'on peut être aussi, quel adjectif utiliser, aussi approximatif quand il s'agit de nutrition? L'article qui est là, c'est quoi la plus-value du rhumatologue? La plus-value des 10 rhumatologues, c'est quoi la plus-value dedans? Le nutritionniste et le gériatre, c'est quoi leur plus-value? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Je parie que t'as des blogueurs qui sont pas médecins qui auraient pu écrire pareil, en fait. Elle est où la plus-value? Donc les gars au boulot, d'abord, moi ce que j'attends d'un article comme ça, ce que j'attends c'est d'abord un programme alimentaire précis, et ensuite les explications scientifiques sur, sur les nutriments et les études scientifiques. Parce que là, vraiment, mamie, elle mange quoi demain? Bah, je sais pas. Je sais pas, là, ils mettent que le fromage, c'est mieux en calcium, mais ils m'ont fait peur. Mais ils m'ont fait peur avec ce qu'ils ont dit de négatif sur le calcium. Et puis mamie, après sa ménopause, elle a pris du bide. Donc si je lui dis de manger du fromage, c'est trop calorique. Donc elle va encore prendre du ventre. Et la graisse abdominale, c'est facteur de risque de certains problèmes comme diabète de type 2, excès de cholestérol, hypertension artérielle. Donc elle mange quoi demain, mamie, en fait? Et elle boit quoi? À quel moment de la journée? Là, on peut ajouter un commentaire, mais je crois qu'il faut se connecter. Je sais pas. Je sais pas si je mettrai un commentaire. Bref, donc j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions. Pour le programme alimentaire, bah, j'ai donné un exemple précis dans ma thèse et j'ai cité le nom du livre dans lequel j'avais pris l'exemple. Je gagne rien du tout sur les ventes de ce livre. Le médecin qui m'a formé en nutrition, bah, on est fâché. On est fâché, on ne s'est pas reparlé depuis 2021. Là, on est en décembre 2023. Les vidéos sont en accès libre, j'ai rien à vendre. Le site internet, j'ai un site internet qui est gratuit et qui me sert plus à grand chose puisque je n'ai plus de cabinet de nutrition. Mais voilà, c'est pour ça que je l'alimente pas assez, c'est mon site. Donc, je suis indépendant de l'industrie agroalimentaire, je suis indépendant de l'industrie du médicament, et indépendant des vendeurs de compléments alimentaires. Le lobby de la viande, bah, malheureusement, le lobby de la viande ne me contactera jamais, parce que c'est le lobby le plus nul. Même eux, même le lobby de la viande, fait la promotion pour les flexitariens qui mangent moins de viande.
Et le lobby des produits laitiers, même eux, ils sont nuls. Ils sont incapables de dire aux gens que le fromage, c'est mieux le matin. Nul, nul, nul. Il y avait 2 fromages de supermarché, je me rappelle plus les marques. Sur l'emballage, ils avaient mis une horloge avec les différentes heures où ils conseillent de manger du fromage. Eh bien, il n'y avait pas le petit déjeuner dans les 2 exemples. Ils n'ont pas mis le fromage au petit déjeuner, alors que c'est le meilleur moment. Donc les lobbies de la viande et du fromage, ils sont trop nuls pour avoir l'idée de m'appeler. Et autre chose, les lobbies, ils détestent quand on dit au consommateur à quel moment il faut manger un truc. Parce que le consommateur, hein, la ménagère et sa charge mentale, bah, si tu lui dis qu'un truc se mange à tel moment, bah, la ménagère, avec sa charge mentale, elle va entendre: ah, s'il a dit de manger ça à ce moment-là, c'est qu'à un autre moment de la journée, bah, c'est dangereux. Donc le produit est dangereux. Donc non. Donc je vais pas acheter ce produit. C'est pour ça, hein, c'est pour ça que les lobbies ont peur. Ont peur de dire à quel moment manger quoi. Et dans la thèse, j'ai cité une étude scientifique qui a montré que le petit déjeuner salé fait que les gens mangent moins sur l'ensemble des 24 heures. Et ça, les industriels, eh ben, ils sont pas contents. Enfin, ils seraient pas contents s'ils étaient au courant de ça. Ils seraient pas contents, puisque leur objectif, c'est de nous faire grignoter toute la journée. Et de nous faire acheter trop, quitte à ce que ça soit jeté. Bon, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je ferai pas de montage. Alors une des raisons pour lesquelles je ferai pas ce montage, c'est que bah, c'est pour sélectionner les gens vraiment motivés pour te regarder. Et oui, parce que les gens pas assez motivés, ils vont voir 1h27 sur le Soporose. Ah bah non, je clique pas. Donc je vais sélectionner vraiment les gens les plus motivés. Parce que sinon les gens pas assez motivés, bah, ils vont s'arrêter au moment où j'ai rigolé au début. Voilà. Donc si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et les rhumatologues au boulot et le médecin vegan de VGClick au boulot